Le balado Sans vice caché, présenté par Proprio Direct. Nos courtiers vous accompagnent à chaque étape de votre projet immobilier. Parce qu'on n'est pas seulement là pour vous, on est là avec vous. ProprioDirect.com. Une ex-journaliste. Un ex-policier. Et pourtant aujourd'hui, ils forment le duo le plus redoutable de l'immobilier québécois. Mélanie Bergeron, Yannick Parent, Sans vice caché. Le podcast décomplexé où l'immobilier se raconte sans masque, sans détour et surtout sans vice caché. Bienvenue à cet autre épisode du balado Sans vice caché. Yann, encore une fois, beaucoup de matière comme chaque semaine. Hein? Puis merci de nous suivre chaque semaine. Un balado que vous partagez, vous envoyez vos commentaires très pertinents. Puis merci à notre bannière Proprio Direct d'avoir embarqué dans le projet. Et aujourd'hui, on a une question d'une dame qui nous écoute attentivement. Nicole de Saint-Bruno. Le même nom que ma maman. Ben oui, ils Ouais. sont gentils, les Nicole. Les Nicole, c'est comme... J'ai jamais vu de Nicole pas gentille. Ouais, là, non, vraiment C'est pas. cliché. Vraiment pas. Puis, tu sais, quand tu combines Nicole avec, mettons, Rimouski, là, tu sais, je parle tout le temps de Rimouski, là, parce que ma mère s'appelle Nicole, ben, elle vient de Rimouski, t'es sûr de tomber sur du bon monde, là. Bon, mais ça... Mais là, en tout cas, c'est Nicole de Saint-Bruno qui C'est pose ça, la question. exactement. Nicole de Saint-Bruno qui nous a écrit. Elle vit une situation, ils sont plusieurs dans sa famille. Il y a une succession en cours, donc malheureusement, les deux parents sont décédés. Donc, dernièrement, la maman qui est décédée. Donc, la maison leur revient. Et puis, c'est vrai, c'est difficile de s'y retrouver dans une succession. Alors, ce qu'elle nous demande, de quels documents avons-nous besoin pour mettre la maison en vente? Ben, c'est une très bonne question. En fait, vraiment, il y a plusieurs documents nécessaires, Mélanie. On l'a vécu à plusieurs reprises dans des cas de succession. C'est vraiment par étapes. Puis les gens, il faut ce qu'ils sachent, c'est que ça peut se passer aussi sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Tu sais. Il va arriver rapidement l'intervention aussi du notaire. Moi, je recommande aux gens qui vivent évidemment pareille situation de consulter rapidement, d'impliquer un notaire, autrement dit, dès les premières semaines, là, dès que c'est possible de le faire. Et là, il y a des documents comme ce qu'on appelle un certificat de décès qui va arriver, on va devoir le demander, en fait, au niveau du gouvernement. L'État civil va y émettre ce document-là. Et sans ce document-là, on ne peut pas vraiment aller plus loin. Et même jusqu'au salon funéraire va émettre ce qu'on appelle l'attestation de décès aussi. C'est des documents que le notaire va avoir besoin. Le testament, Mélanie, évidemment, pour connaître les volontés de la défunte, du défunt, voir qui sont les légataires, qui sont les gens qui ont la possibilité, la capacité légale d'être liquidateur, liquidatrice pour pouvoir veiller à la liquidation de la succession. Et ultimement, le document qu'on a le plus besoin, en fait, et les courtiers immobiliers, sachez pour le public, c'est qu'on ne peut pas mettre une propriété sur le marché tant qu'on n'a pas reçu un document qui s'appelle la déclaration de transmission qui vient vraiment établir tous les pouvoirs, justement, du liquidateur ou de la liquidatrice et qui vient confirmer qu'il n'y a pas un testament, par exemple, Mélanie, qui serait existant à Bécomo, en Ontario ou ailleurs. Il y a une recherche qui a été faite de ce côté-là. Quand on est rendu à l'étape de la déclaration de transmission, tout a été fait. Une fois qu'on reçoit ça, légalement, on devient le liquidateur devient propriétaire, entre guillemets, ou avec les pleins pouvoirs, du moins, de liquidation de la succession, dont les biens meubles, les biens immeubles comme une maison, immeuble et tout ça. Et là, on peut procéder. Mais là, Mélanie, ça, c'est la grosse théorie. Puis j'espère que, Nicole, ça peut vous éclairer, mais échelonner cette démarche-là sur plusieurs semaines. Toi, tu veux nous parler d'un cas qu'on a vécu récemment. Ben oui, c'est une cliente à nous. Malheureusement, elle était propriétaire avec son mari de sa maison. Et puis le mari, en cours de processus, est décédé. Elle avait tous les documents. Donc, moi, le message que je veux lancer pour tout le monde, là, que vous soyez plus jeune, plus âgé, préparez un testament. À partir du moment où vous êtes propriétaire, ça va faciliter les choses parce qu'imaginez, on avait reçu une promesse d'achat. C'était concrétisé, sauf le fait de passer chez le notaire et le mari de la dame est décédé. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bien, si vous n'êtes pas préparé, ça peut compromettre la transaction complètement. Ouais. Cette dame-là était préparée. Alors, en quelques semaines, elle a eu tous les documents de la part du notaire. Comme tu viens de décrire, là, tout avait été bien fait par étapes. Mais quelqu'un qui est moindrement pas préparé, puis elle, c'était assez simple, elle était seule. Tu sais, mais quand tu es plusieurs d'une même famille, on le sait, tu as beau avoir les documents, tu as un liquidateur, peut-être deux, mais s'il y a 3-4 héritiers d'impliqués, ça peut faire de la chicane. Il y a toutes sortes de... Tu sais, des gens même qui vont avoir... qui vont mandater un évaluateur professionnel pour être indépendant, tu sais, pour avoir une évaluation indépendante. Ils vont faire venir 3-4 courtiers pour arriver à s'entendre sur le prix de mise en marché. C'est jamais intéressant, mais bref, la dame a finalement vendu sa maison
mais le mari est décédé en cours de route. Alors, c'est vraiment pas évident, mais c'est un exemple. Ça s'est réalisé à peu près en 2 mois. Je pense que là, le déroulement auprès du gouvernement va quand même bien, mais ça a déjà pris 3-4 mois, là, des démarches Ah comme oui, ça. absolument. Puis, tu sais, disons-le, quand l'argent est impliqué, c'est pas toujours joli, hein? On en a eu des cas de succession où, tu sais, c'est plate, mais où il y a l'argent qui est impliqué, justement, des fois, il y a des grosses chicanes de famille qui sont liées à ça. Ça devient extrêmement difficile. Donc, pour revenir à ton conseil, moi, je le dis à nos clients, des fois, nos clientes, n'hésitez pas, oui, les courtiers qui peuvent évaluer. Les courtiers n'ont pas le droit, par contre, de fournir, en fait, des rapports d'évaluation. On a le droit de donner ce qu'on appelle une opinion marchande d'une propriété pour vous protéger, un rapport d'évaluateur agréé versus s'il y a plusieurs personnes impliquées Ouais, dans ouais, la c'est ça. succession. Ça vient un petit peu, Neutraliser tout en ça, bon là. québécois, fermer le clapet à tout le monde, puis on est sûr de la valeur. Vous venez neutraliser ça, comme Mélanie vient de dire. Alors, puis le principal conseil, je pense, préparez-vous. La pire affaire, en fait, c'est de ne pas C'est avoir d'être de pas documents, de pas ne être préparé. pas avoir préparé. Exemple, un testament, tout ça, là, on s'étire sur, puis ça C'est peut des mois, bloquer. là. C'est des mois. Puis il y a des solutions. On pourra peut-être y revenir, Mélanie, sur ce sujet-là avec un Oui. invité, mais parlons de notre invité d'aujourd'hui. Hey, c'est fascinant. Moi, au début, tu sais, on le connaît, ça fait des années. Je lui ai parlé souvent à LCN comme intervenant en service C'est vrai? d'urgence. C'est vrai. Puis, tu sais, quand vous achetez une maison, vous ne pensez pas toujours aux éléments d'urgence autour de chez vous. Puis moi, quand je parlais avec lui juste avant qu'on enregistre ce balado, il m'a dit des choses. Puis je dis, voyons, ben oui, c'est clair. Alors, tout ce qui est sécurité civile, qu'est-ce qu'on ne regarde pas quand on achète une maison, mais qui est vraiment important? Est-ce que c'est sécuritaire, votre coin? Est-ce que c'est une zone à risque? Comment on s'organise si vous êtes en zone éloignée? Est-ce que vous allez avoir l'Internet? Est-ce que l'électricité est fiable? C'est des éléments de Ouais. sécurité qu'on doit vérifier quand on achète une maison, mais les gens font rarement ces vérifications-là. À Sans vice caché, aujourd'hui, on pousse plus loin. Justement, on regarde cet angle-là, qui est un angle qui est encore méconnu de l'immobilier, puis que je pense de plus en plus, particulièrement avec les changements climatiques, Ah de oui. plus en plus les gens vont se poser des questions avant d'investir des centaines et des centaines de milliers de dollars sur une propriété. Alors, sans plus tarder, Mélanie, allons le rejoindre. Oui. L'immobilier sous des airs de conversation cuisine. Son vice caché. Bon, ben Mel, on est très content de recevoir aujourd'hui M. Daniel Dancause, qui est président d'une compagnie qui s'appelle Résilio, qui fait notamment des logiciels aussi sur la gestion du risque. Moi, je connais Daniel depuis des années. Toi, tu l'as déjà fait en entrevue LCN. Oui. Moi, je connais depuis des années parce qu'à l'époque où j'étais policier, dans mes fonctions, on allait dans certaines villes de mon ancien secteur, mon ancien territoire, et Daniel venait nous aider à gérer le risque, en fait, d'une municipalité. Je te nomme un nom, exemple, je te dis Varennes, où il y a plusieurs entreprises, des usines et tout ça. Qu'est-ce qui arrive dans un cas où il y a une usine, par exemple, qui explose avec un tel type de Ça produit me chimique? rappelle. C'est déjà arrivé, là. Ben, Ouais. écoute, Je me rappelle d'une explosion dans une usine quand j'étais journaliste. ben Daniel, c'est le gars avec sa compagnie, à l'époque prudent, qui venait vraiment envisager tous les scénarios possibles. Et là, aujourd'hui, Daniel, on l'aborde sous un autre angle. Évidemment, on est à 100 vices cachés. Merci d'être là, Daniel Dancause. plaisir. Bienvenue. Bienvenue. On t'aborde sous l'angle de l'immobilier parce que tu vas surprendre plusieurs personnes aujourd'hui, je pense, en leur expliquant. Moi, la première. Ben, nous, les premiers, je te Oui. dirais, Mel, parce que je pensais pas honnêtement te recevoir ici, Daniel, dans ce contexte-là, mais il y a un angle fort sur l'immobilier, puis les gens, ce qu'ils vont regarder dans l'avenir au niveau de la gestion du risque. Parle-nous un peu de ce qui s'en vient, puis comment tu vois la gestion du risque dans l'achat, par exemple, simplement d'une propriété résidentielle. Qu'est-ce qui s'en vient, Daniel, dans l'avenir? En fait, tu sais, quand on achète une maison, les critères de sélection, c'est le quartier, les écoles, le coût, etc. Vous êtes dans ce domaine-là. Aujourd'hui, à cause de la vulnérabilité, à l'exposition à la vulnérabilité, on doit avoir, je dirais, regarder ça un petit peu différemment. C'est-à-dire, oui, on parle des risques climatiques, mais on a tous les enjeux aussi. Je suis un travailleur autonome. J'ai plein d'exemples à donner. Je suis un travailleur autonome, je déménage en région, exemple, dans la région de Saint-Jérôme, etc., pour donner un exemple, bien, j'ai plus de chances d'avoir des pannes électriques prolongées que si je suis au centre-ville de Montréal ou à Longueuil ou quoi que ce soit. Donc, dans mon analyse de propriété de risque, au sens risque et vulnérabilité, ça en est un exemple. L'autre chose que je te mentionnerais, c'est qu'on parle beaucoup des inondations. Et là, il y a toute la notion de la désassurance. Les Oui. assureurs se retirent de plus en plus. Ça, c'est l'enfer, là. Mais c'est ça. Mais Les si tu n'as banques pas aussi. d'assurance, tu Ouais. n'as plus de banque, tu n'as plus de financement. Alors, on tombe dans une autre dynamique. Et l'enjeu qu'on observe, c'est la fiabilité des différentes données
qui sont utilisés par les assureurs, les souscriptions d'assureurs, pour dire, c'est quoi la tarification? Il y a déjà des données qui existent historiques. Je donne des exemples. Au Québec, depuis à peu près 80 ans, les services d'incendie sont évalués par les assureurs en termes d'efficacité. Par exemple, les schémas de risque. Il y a 2 ans, on a eu dans des nouvelles, là, il y avait des villes, des MRC, que les schémas de risque n'étaient pas encore adoptés. Ça a un impact sur la tarification de l'assureur. Si ça a un impact, ça a un impact sur ton assureur, ma propriété, la tienne, etc. Ça en est un exemple. Ce qui s'en vient, c'est les schémas de risque en sécurité civile, où on va avoir une vision plus régionale, ce à quoi une propriété, une personne, n'importe qui, peut être exposé à un risque multirisque. Et là, on va commencer à mettre à l'intérieur de ça qu'on appelle les risques anthropiques. Grosso modo, c'est quoi? C'est les risques voies ferrées, autoroutes, les endroits où je pourrais avoir des matières dangereuses, par exemple, un aréna qui aurait de l'ammoniac, une usine de fabrication agroalimentaire qui a de l'ammoniac. D'ailleurs, dans certains dossiers, on s'est parlé pour ce genre de dossier-là dans d'autres vies. Alors, c'est vraiment vers ça qu'on se dirige. Et la finalité, nous, on travaille sur un projet où tu vas rentrer ton adresse sur une ville donnée. Ça va te faire un périmètre de 500 mètres en disant voici à quoi tu es exposé. C'est intéressant, ouais. tabarouette, Mais ça. moi, Il j'en faut qu'on reviens s'en pas. aille vers ça. Mais j'en reviens pas parce que ce qu'on voit souvent dans l'actualité, c'est des informations disparates. Tu sais, quand on parle de Québec qui travaille la carte des zones inondables, qui est un petit peu parfois n'importe quoi, là, dans certains, les gens ne comprennent pas. Puis là, moi, j'ai l'impression que c'est comme centralisé, là, ce risque-là. C'est pas qu'une donnée, c'est toutes les données en même temps. Puis ça, c'est précieux pour un acheteur, un propriétaire de maison, de savoir, regarde, là, je m'expose à des odeurs, je m'expose à des produits chimiques, à un glissement de terrain potentiel. C'est Exact. intéressant. Ouais, et ça, c'est pas étranger au fait que l'intelligence artificielle, on est capable de faire des croisements de données. Là où on a des défis, tu sais, avec les années, les universités ont fait beaucoup de publications, c'est que là, ils commencent à rendre disponibles ces données-là. C'est fou, là. Et dans des formats, ce qu'on appelle déstructurés, alors que l'intelligence artificielle doit travailler avec des données structurées. On va parler de l'inondation en quelques instants. Les premiers modèles d'inondation nous sont arrivés avec des modèles d'écart de 30 mètres. 30 mètres, c'est beaucoup, alors qu'il y en a d'autres qui existent à des taux de correction de 1 mètre. Ça fait une différence. Plus précis, là. C'est beaucoup plus précis. Donnez d'autres exemples. J'ai des villes... Attends, Daniel, juste avant d'aller là, tu es en train de nous dire que, dans le fond, la technologie, présentement, peut être beaucoup plus précise par rapport à un secteur propice aux inondations que dans le passé, par rapport à la distance, là. Clairement. C'est ça que tu dis, là. Est-ce que ce système-là que Québec utilise actuellement ou non pour la c'est ça qu'on cartographie? est en train de peaufiner. OK. Mais les assureurs ont d'autres modèles mathématiques qui sont plus précis que les modèles gouvernementaux. Et c'est là que ça clash, au sens de dire, là, attends un peu. L'exemple que je te donne, mon bureau était sur la 116, là, pas loin du poste de police. Ouais. McMasterville. Et je regarde mon assureur, puis il me dit que je suis en zone inondable. Pourtant, je ne suis pas en zone inondable du tout. Là, je suis allé googler, etc., regarder mes contacts que j'avais, je ne l'étais pas. Mais, alors ça, c'est l'imprécision de ces bases de données. En passant, Daniel, tu n'es peut-être pas le bon gars que l'assurance devrait abstiner. Oui, c'est ça. mais ça irait peut-être pas avec toi. Oui, mais c'est un exemple pareil. Oui. Alors, je me dis, si mon entreprise est en zone présumée inondable et qu'elle ne l'est pas, ça a des impacts sur les assureurs. Ça a des impacts sur ma valeur, ça a des impacts sur ma valeur de revente, parce que là, on tombe dans du subjectif, alors que ce genre de transaction-là, à mon avis, puis je ne suis pas courtier comme vous autres, devrait être objectif, mesurable, quantifiable. Alors, c'est là qu'on est aujourd'hui. Et je vais donner un autre exemple. Après Mégantic, on a eu de la réglementation municipale, là, on voulait avoir des zones tampons. La réalité de nos villes... Ils ne sont pas faites comme ça, là. Non seulement ils ne sont pas faites comme ça, mais il y avait un impact sur la valeur foncière. Moi, j'ai vu des condos construits à côté d'une voie ferrée que je nommerai pas, où on a fait signer des quittances de tout acabit aux propriétaires qui voulaient être très près, non seulement de la voie ferrée, mais très près du centre-ville. Et ça, on a ça aujourd'hui. On le voit avec le REM était, on le voit aujourd'hui, donc toutes les plaintes de nuisance, ça fait partie de l'analyse de risque qu'il faut que tu regardes. Le bruit, les poussières. À la blague, tantôt, on disait, tu vas à Saint-Hyacinthe, ça sent le chocolat. N'oublie pas les couleuvres. Il y a les couleuvres aussi. En dessous, quand ils ont bâti l'échangeur sur côte. Il faut protéger certaines espèces. Exactement. Absolument. Il y a tous ces enjeux-là. À la blague, je disais, tu vas à Saint-Hyacinthe, ça sent le chocolat, mais tu vas dans l'Abitibi, tu as d'autres enjeux au niveau de santé publique. Puis Trois-Rivières, ça sent le papier. Et Trois-Rivières, ça sent le papier. Donc, c'est tous ces éléments-là que quand moi, je suis un acheteur,
Quand je suis déménagé, il y a 20 ans maintenant à Saint-Hilaire, la première fois que j'ai regardé, c'est ma distance entre la voie ferrée et ma maison. C'est un réflexe normal. Mais ça devrait être aussi plus élargi que ça et les villes devraient donner plus ces informations-là. On commence à voir apparaître plus de transparence. Pas que c'est opaque, c'est juste qu'ils n'ont pas la capacité encore de rendre publiques ces données-là, les rendre démocratiquement disponibles aux On citoyens. est souvent encore au fax là, dans les organismes gouvernementaux. Fait Ouais, que c'est exact. sûr que là, on est à des années-lumière de la technologie. Donc, on parlait aussi tantôt de gens qui sont allés en région, Ouais. en zone plus éloignée. Il y a certains risques, par exemple, mais comment analyser ça? Parce que là, c'est pittoresque. J'ai un bord de l'eau, wow, les couchers de soleil. Oui, mais il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas de caserne de pompiers proche. Comment on doit analyser ça pour les gens qui rêvent d'une propriété dans un secteur isolé? C'est un super de bel exemple. Faisons une hypothèse où tu n'as pas de problème de santé dès dans la trentaine, tu arrives dans la soixantaine, puis tu commences peut-être à avoir des problèmes de santé. Ton choix de résidence secondaire ou ta nouvelle vie sur un bord de l'eau, tu devrais... C'est quoi la capacité préhospitalière? Genre ambulance. Il y en a-tu disponible? Je suis à 30 minutes. Moi, je viens de Kamouraska, là, je suis très fier de le mentionner. Je suis content que tu le mentionnes aussi. C'est un beau coin, ça. Ben oui, tu viendrais Rimouski. Ouais. Mais la finalité, c'est que les ambulances, j'en ai pas tous les coins de rue. J'ai pas de premier répondant médical comme si, par exemple, si je suis à Contrecœur, si je suis dans d'autres villes qu'on connaît. Alors ça, c'est un élément à me poser comme question. Mon réseau de santé, est-ce que je vais devoir faire 1000 km pour éventuellement peut-être avoir un traitement? J'ai un ami qui est aux îles, je sais que vous êtes près des îles, quelqu'un de ma famille qui est là, puis elle vient de faire 1000 km à Québec pour ses traitements. Alors, c'est tout ça qu'il faut qu'on considère dans notre analyse de risque. C'est quoi la capacité préhospitalière, mais aussi la capacité de mon service d'urgence de police? Faisons une hypothèse malheureuse. Je suis victime de violence conjugale, mon ex me retrouve. C'est quoi la capacité de rapidité d'intervention dans ce contexte-là? C'est tous ces éléments-là qu'on doit pas capoter avec ça, mais au moins se poser la question, c'est quoi mon niveau de vulnérabilité? Et les villes, est-ce que j'ai des services de proximité est-ce que j'ai un système de communication d'alerte qui va me permettre d'être rejoint en cas d'avis d'ébullition ou de tout autre type de panne de service? Mais je trouve ça, je suis content qu'on parle de ça aujourd'hui parce qu'on est loin du walk score, là, la proximité des commerces, puis je comprends que c'est important aussi, évidemment, mais mettons le transport en commun, on dépasse ça largement, Daniel. D'ailleurs, tu m'as envoyé avant la journée d'aujourd'hui, puis ça, c'est un exemple, Mélanie, que je veux porter à l'attention des gens. On pourra probablement le voir à l'écran là, dans le montage, Daniel. Tu m'as envoyé une inscription en bon jargon de courtier, un listing, dans lequel, pour une ville là, que je nommerai pas, qui s'appelle Mont-Saint-Hilaire, exemple, une propriété qui est à proximité d'autres maisons dans un secteur donné, tu es capable d'évaluer précisément, on est capable d'évaluer précisément les risques pour, exemple, un réchauffement dans l'avenir d'ici 50 ans. Là. Ça va ressembler à quoi la température? Ça va ressembler à quoi les risques d'inondation même dans ces coins-là? Fait qu'on retrouve ça sur certaines inscriptions sur Centris actuellement. J'imagine ça, c'est la pointe de l'iceberg. Là. On va regarder ça de plus en plus avec largement plus de critères, selon ce que tu dis. Bien, c'est la disponibilité de la donnée. Je reviens à l'intelligence artificielle. Ça nous permet de traiter des données, des bases de données qui sont mixtes de tout acabit et qu'on est capable de venir fédérer ensemble et d'avoir un meilleur portrait. Est-ce que c'est un portrait qui est juste à 100%? Non. Mais je ne le sais pas, je ne me pose pas la question, puis j'ai une idée. Ben, on aime toujours mieux avoir... Moi, j'ai plus de jeunes enfants, je suis grand-père maintenant. Mais dans mon choix de maison, là, école, etc., est-ce que mon quartier est plus exposé à de la criminalité qu'un autre quartier? Est-ce que mon quartier... Mais c'est le genre de questions, à mon avis, qu'il faut qu'on se pose quand on s'établit qu'une jeune famille, pas juste les écoles, transport en commun, et ça, c'en est un autre exemple. L'autre exemple que je vais te donner, c'est l'eau potable. Ouais. Depuis 1 an, on fait face à... Puis pourtant, le Québec, il y en a de l'eau, hein? On a vraiment... Et on a des enjeux d'eau potable en termes de qualité d'eau potable, en termes de disponibilité d'eau potable. Alors, si je fais l'acquisition d'une maison, j'ai un puits de surface, et que tous mes voisins sont en train de se faire creuser un puits artésien, tu sais comment ça coûte? 10, 15, 20, 30 000 $. On l'a fait. Hein? C'est des enjeux qu'on a. Et ça, c'est un autre exemple. C'est ces éléments-là qu'on doit à la fois considérer. Je suis un travailleur autonome, puis je veux savoir c'est quoi mon indice de fiabilité d'Hydro-Québec. C'est quoi ma couverture Internet? Un petit peu moins maintenant parce qu'il y a il y a Starlink qui est apparu dans le décor, etc. Mais
tous ces éléments-là, ben, ça fait en sorte que je vais être heureux ou je vais être malheureux parce que j'ai acheté une propriété peut-être trop rapidement. Je ne l'ai pas fait inspecter. Vous êtes là-dedans. On a eu des périodes comme ça avec la pandémie. Alors, si je prends le risque de ne pas le faire inspecter, puis je ne me pose pas ces questions-là, bien, A et B va donner C, puis je ne suis pas sûr que ça va être concluant pour l'acheteur. Ce qui me frappe là-dedans, c'est que, puis ça, je pense que c'est ça que je vais retenir, entre autres, de notre rencontre d'aujourd'hui, c'est que les gens qui achètent une maison aujourd'hui, Mel, qui ne tiennent pas compte de ces facteurs-là élargis. Quand je dis facteurs élargis, comme tu as nommé, là, tu sais, criminalité, proximité d'une voie ferrée, la qualité des écoles, tout ça, tu sais, on ne regarde pas ça largement. On pense qu'on achète à quelque part un petit coin de pays, un petit coin de paradis, puis finalement, on peut se rendre compte avec l'intelligence artificielle, puis ce qui s'en vient aussi dans ton domaine d'ici 10 ans, finalement, que c'est un panier de crabes, puis on pourrait être défavorisé à la revente aussi de cette propriété-là parce qu'on n'a pas considéré ces facteurs-là déjà maintenant à l'achat. Ben, en fait, ce qui était un bon achat, proximité du REM, aujourd'hui, pour certains acheteurs, la réalité, c'est que c'est bruyant. Si tu achètes une maison d'Orval, là, je vous envoie un peu partout. Ouais, c'est là. correct. Ah Vas-y. ouais, c'est ça. Moi, Mélanie, j'adore elle adore voyager, là, Ah, c'est tu sûr. vois, c'est Si tu ça. achètes une maison d'Orval, puis tu es obligé d'arrêter de parler parce que tu es en bout de piste puis que tu as des bruits, on commence à observer le même phénomène à Saint-Hubert. Hum. Tu sais, le Ouais. bruit, Ouais, là, on n'a rien Ben, vu puis ça- encore à puis, ouais, Saint-Hubert. ça, on n'a rien vu. Saint-Hubert, c'est un là. bon exemple, C'est en là. train de se Saint-Hubert, développer, ça va là. se développer là, l'année prochaine ou dans 2 ans, là, Ouais. tout avec Porter, je pense, qui Ouais. s'installe. Alors, toutes les opérations canadiennes vont se faire à partir de Ça va être Saint-Hubert. national. Moi, j'habite Saint-Hilaire, je l'ai dit tantôt. Je commence à observer qu'il y a plus d'aéronefs qui me passent au-dessus de la tête qu'avant. Mhm. Ça fait 20 ans que je l'observe. Je l'observe par des petites applications, je l'observe par le bruit, ce que je n'avais pas avant. Ouais. C'en est des exemples, une tonne d'exemples qui fait en sorte que je dis, Caroline, me semble Saint-Hilaire, c'était tranquille avec la montagne puis tout. Et là, j'ai plus d'achalandage que j'en avais. Parlant de montagne, on peut évaluer les risques liés au fait d'habiter près d'une montagne, par exemple la zone de mouvement de terrain ou Ouais. la zone d'éboulement. L'éboulement, oui. L'éboulement. Parce qu'avec les changements climatiques, tout ça, peut-être la Terre, je ne sais pas, je ne connais pas ça, mais est-ce que ça bouge autrement? Est-ce qu'il y a du mouvement? Ben, c'est la géophysique du sol. Mhm. Alors, par exemple, on a eu des cas où le sol était plus glaiseux. Mhm. J'ai eu des retraites et ça a fissuré fondation. Oui, On a ça en Montérégie beaucoup. on a là. vu ça beaucoup. OK? Ouais. Alors ça, c'en est un exemple. On a vu des cas où on n'est pas très loin d'une rivière, en Montérégie, que je n'aimerais pas encore, mais qui est la Richelieu, où les gens, on se rend compte que les gens perdent du terrain de fois Ouais. en fois. Si je suis riverain, je suis en Gaspésie, ben là, il y a toutes les grandes marées. En 15 ans, cette année, on a Ouais. eu des grandes marées, etc. Moi, j'ai perdu 3 mètres de terrain à un moment donné dans une Oui, grande puis marée. combien de maisons qui sont parties des grandes marées aussi? Exactement. C'est une perte d'investissement incroyable aussi Exactement. pour les gens qui sont là, Daniel, Oui, c'est ça, qui exactement. n'avaient pas il y a 50 ans. Les feux de forêt. Bon, Ouais, on va ça, aller, c'est la nouvelle donne, on dirait, depuis les dernières années. Les feux de forêt, la qualité de l'air. Tu sais, nous autres, on prend notre voiture, on a même l'indice de qualité de l'air dans l'auto, puis il y a une couple de jours où c'était assez catastrophique. Ouais. Les assureurs, par hasard, ce matin, les assureurs ont sorti qu'en 2024, au Canada, on avait 9,2 milliards de dommages qui ont été payés par les assureurs pour le feu et l'eau. Sur les 9,2 milliards, débit, tout le monde se souvient, là, 10 et 11 août 2024, a coûté 2,8, 2,9 milliards, notamment dans l'Est du Canada, nous autres, Québec, puis puis dans l'Est aussi. Alors, ces phénomènes météo-là d'extrême de température, on revient au feu de forêt, mais toute la notion d'isolement aussi, on parlait de TNO. Alors, je m'achète une maison dans un territoire non organisé, dans une ZEC, genre, ben, je t'exposais à ces risques de feu de forêt-là aussi. Ce qui s'annonce, c'est aussi un peu plate parce que les gens disent dans le milieu là, économique, ce sont que les gens fortunés qui vont pouvoir se payer le bord de l'eau maintenant. Parce que tu vas pouvoir avoir des digues de rétention, tu vas pouvoir t'acheter, quand tu es soumis à une inondation, par exemple, tu vas te faire venir des digues. Parce que en passant, si tu fais venir des digues, si tu t'installes des digues, tes assureurs le payent comme moyen de précaution. OK? En maintenant, tu es soumis à un risque d'inondation, tu sais que là, l'eau s'en vient, là, elle va monter. Bien, tu te mets des mesures de protection. Tu installes des digues, tu installes des sacs de sable, tu fais venir une équipe, tu baignes la place, tu loues des pompes, etc. Ton assureur va t'indemniser pour ça. Ah OK? oui, Je veux dire, si est-ce t'es que... inondé pareil, c'est Exact. ça? Même si tu es inondé pareil, mais il va payer pour les mesures de Pour les mesures. précaution Ah que ouais. tu as mis en place pour limiter ton dommage.
OK. OK? Parce que ça coûte tellement cher, hein? C'est ça ouais, qu'on voilà. comprend. Tu sais, un sous-sol fini qui est complètement inondé, c'est des Exact. dizaines de milliers de dollars. Là. Ouais. Ben, on le voit avec les flash floods, les pluies éclairs qu'on appelle. Ouais. Ah oui. À Montréal, on est en problématique de pluie éclair. Il faut dire les vraies choses. Il y a 70 ans, l'ingénierie de conception de nos infrastructures civiles, là, eau, aqueduc, égout, était dimensionnée pour des données historiques de plus de 100 ans et avec des données qu'on disait, ben là, on va avoir ça. Puis je revenais sur le 100 ans tantôt, mais on va avoir ça à l'intervalle de. Puis c'était dimensionné en conséquence. On l'a vu, là, 20 ans, Saint-Hubert, par exemple, si on regarde Saint-Hubert, dans le parc de la Cité, ben c'est un réservoir naturel. Mhm. Ce qui fait que quand il y a trop, la charge d'égout, l'eau pluviale, évidemment, est trop importante, c'est le lac qui déborde. Puis là, ben, quand l'eau se replace, etc. Une chose aussi que je mentionnais juste avant que je l'oublie, des fois, on dit en occurrence de 100 ans. Les gens disent, bof, dans 100 ans. Non, non, c'est pas ça. C'est d'ici 100 ans. Ça peut être dans 2 ans. Tu as tout compris. C'est ça. Alors, toute la notion de l'approche par probabilité est venue un peu influencer parce que les ingénieurs calculent en probabilité d'occurrence, de fréquence, de sévérité, etc. C'est venu influencer la perception du risque. Et la perception du risque, aujourd'hui, on tend à la mettre de côté pour parler de la vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est simple comme ça, c'est à quoi je peux t'exposer, comment de fois ça peut se produire, mais c'est surtout c'est quoi les conséquences. Ouais. C'est ça ta vulnérabilité au risque. Bien, puis écoute, ça, tu parles de zone de récurrence 100 ans. Moi, Mélanie, je m'en voudrais de recevoir Daniel ici, puis pas y parler de tout ce qui est l'enjeu actuellement des bandes riveraines. Ça, je veux t'entendre là-dessus parce que moi, là, puis Mélanie, on le vit, mais on le vit, nous, comme courtiers, comme professionnels, mais il y a des centaines, il y a des milliers, en fait, de propriétaires riverains actuellement qui sont affectés par un gros, gros point d'interrogation parce que, exemple, la zone de protection riveraine, la zone de protection, vous savez, si vous avez un bord de l'eau, là, les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, là, vous avez une bande là, en bas de votre terrain où carrément votre maison complète se trouve dans une zone inondable avec des récurrences. Là, on voit encore le 20 ans, récurrent 100 ans, où là maintenant, la nouvelle cartographie, zone faible, élevée, il y a des nouvelles normes maintenant qui sont établies. Mais Daniel, puis là, je mets là-dedans les zones d'éboulement, les zones de contrainte. La ville dit quelque chose, la MRC dit quelque chose, la province dit quelque chose, les cartes ne sont pas encore établies. Comment un propriétaire actuel peut gérer ça actuellement, un bord de l'eau avec toute la refonte de la cartographie qui datait de 30 ans? Et c'est un fait vécu. Oui. Il y a une incohérence Clairement. Total là-dedans. d'informations, Clairement. puis c'est pour le commun des mortels, c'est impossible de s'y retrouver. Là. Ouais. Comment on fait? En fait, c'est pas simple. Là. C'est pas une question simple. C'est une question simple, un problème compliqué, Ouais. parce qu'il y a trop d'intervenants à l'intérieur de ça. On devrait toujours se ramener. L'aménagement du territoire, c'est une responsabilité de MRC. L'urbanisation, c'est une responsabilité municipale. Puis tout ce qui entoure le reste, bien là, tu as des appuis gouvernementaux, ministère de l'Environnement, blablabla. C'est pour ça, tantôt, je vous disais, on s'en va vers des schémas de risque en sécurité civile qui va permettre justement de mettre en commun l'ensemble de ces données-là une fois pour toutes et d'avoir une opinion plus juste au lieu d'avoir une opinion fragmentée où la main gauche ne comprend pas ce que la main droite fait et vice-versa. Ce genre de cas-là, qui est un enjeu qu'on voit de plus en plus, c'est un peu plate aussi parce que, exemple, tu as acheté une maison sur le bord de l'eau, sur la rivière Richelieu. Je donne ça comme exemple là, parce que je viens de cette région-là. Tu l'achètes, voilà, 30 ans. On salue les gens de Mont-Saint-Hilaire. Ben oui, c'est ça, mais Saint-Hilaire, Taburn, puis tout ce qui vient avec ça, c'est Ouais, une belle exact. région. Kamouraska aussi. Oui, vraiment. Super. Et là, tu as ta maison que tu as construite, tu as fait un muret. Juste de construire un muret maintenant, il y a des villes qui ne le permettent plus. Les MRC ne permettent plus d'enrocher au bord de l'eau sans permis. Avant ça, tu pouvais avoir quand même de l'enrochement. Tous ces éléments-là sont devenus mettre des contraintes pour le propriétaire. Puis au final, demain matin, tu veux vendre ta maison, bien là, il faut la vendre avec sans risque au risque et péril. Puis là, ben, tu as une paquet de clauses d'exclusion pour, au final, être capable de garder une certaine valeur. Alors, c'est pour ça, tantôt, je disais, le bord de l'eau, malheureusement, dans ces eaux-là, dans ces lieux-là, vont appartenir uniquement à ceux qui vont avoir les moyens d'y rester. Parce que même s'ils ont des pertes financières, ils vont être capables de les assumer. Et aussi, ils n'ont pas nécessairement toujours besoin d'hypothèque. Là, on le voit souvent, des gens qui ont des fonds dans des placements qui disent, moi, à ma retraite, je veux un bord de l'eau, je ne prends pas d'hypothèque. De toute façon, la banque ne me financera pas ce genre de propriété-là. Alors, ils sortent leur placement puis ils payent la propriété au comptant. Exactement. Et là, tu vas voir apparaître
pardon, des mesures passives. On appelle ça des mesures passives contre l'inondation. Les murets, ces éléments-là, tu auras des mesures actives, les pompes en son, ce que je t'ai mentionné tantôt, les mesures qu'on appelle de défense. Mais ça, les pompes, j'ai une parenthèse justement avant que j'oublie. Ouais, Les vas-y, fameuses pompes submersibles, les sommes-pompes. Là. Ouais. On voit tellement de gens, parce qu'on parlait d'électricité, on parle de pompe. Quand il n'y a pas de courant, la pompe, elle ne fonctionne pas. Ouais. Faut une deuxième pompe, faut une batterie. C'est quoi qu'il faut faire, justement? Parce que les problèmes de sommes-pompes qui ne fonctionnent pas puis qui inondent le sol C'est au courant. complet, c'est courant, mais ça se règle facilement, ça se prévient facilement. Bon. Encore une fois, c'est quoi ma vulnérabilité face à? Si c'en est un bel exemple. Moi, j'ai une fille qui demeure à Saint-Jean et qui demeure sur l'île Sainte-Thérèse, pour ne pas la nommer. Bien, on lui a donné une génératrice en cadeau parce qu'elle a justement une somme-pompe. Elle vient de faire rénover sa maison, etc., etc. C'est tout en fonction de ses... Elle a des jeunes enfants, la même chose pour mon fils, des jeunes enfants, etc. C'est toute une question de savoir, comme mon minimum requis, un peu d'éclairage, une sub-pompe, réfrigérateur, congélateur, télécommunication. Je suis capable de survivre 24-48 heures avec... Il y a des UPS à cette heure, on voit ça souvent à se connecter, mais ça dure un certain nombre de temps. Puis il y a des sommes-pompes, Daniel, là, pardonne-moi de t'interrompre, Non, mais puis il y a des secteurs, c'est-à-dire, moi j'ai vécu en campagne pendant quelques années, puis sérieusement, ma somme-pompe dans le sous-sol, tu sais, tu parles de Ça fournit vulnérabilité, pas. c'était sans cesse, Mel. Ouais. Elle marchait non-stop comme un lave-vaisselle que tu pars tout le temps sans arrêt, alors qu'il y a d'autres secteurs où on rencontre des gens qui disent, écoute, ma pompe... Je ne sais même pas si ça Ma fonctionne. pompe à puisage, je ne sais même pas si ça fonctionne. Tu parles de ça aussi à évaluer avant d'acheter, de regarder comme il faut cette histoire-là. Puis en passant, petite parenthèse, parce que je vais l'oublier moi aussi comme Annie disait, mais Daniel, pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent, puis je vais le dire à Jeff qui est de l'autre côté, là, Daniel nous a avoué qu'il donnait, lui, son cadeau original pour les gens autour de lui, leur faire plaisir à Noël, il leur achète des génératrices. Ben, comme à ses enfants. Ah ouais. C'est Eh oui, ça. c'est un beau cadeau. Mais c'est un beau cadeau. Ben Puis oui. moi, tu le sais, ça fait longtemps que j'en veux une à la maison. Tu C'est veux vrai. pas. Ben non. Il veut pas dépenser pour ça. Ben Je non, dis, écoute, je mais suis faut dire tellement que... cheap, mon gars. Mais Tu peux notre le dire. secteur est peut-être moins vulnérable parce qu'on on revient à ça, là. Ouais. On saute du coq à l'âne. Ouais, ouais. Quand on est près des services, là, par exemple, pompiers, policiers, tout ça, tu sais, c'est un secteur qui peut être un peu plus bruyant. Vous allez entendre des sirènes des fois, mais l'avantage, c'est que vous ne manquez pas d'électricité longtemps. Le service se rétablit beaucoup plus rapidement. Puis quand j'étais jeune, même chose. Il y avait une caserne au coin de la rue. On ne manquait jamais d'électricité. Ça durait très peu de temps. Puis 2 rues à côté, il en manquait pendant une journée au complet. Ben, c'est un bon point, ça, dans ton choix. Caserne de pompiers, hôpital, 911, garage municipal, hôtel de ville, prison, centre de télécommunication et les médias. C'est un bon coin pour aller demeurer pas très loin de ces endroits-là parce que pour Hydro-Québec, c'est des installations critiques essentielles et les priorités de rétablissement sont faites dans ces quartiers-là. Alors ça, c'est un super de bon point. Merci de le souligner. Mais je veux une génératrice pareille. Oh, oui, bien, garde, on va se Mais c'est rapprocher Daniel de va Daniel. t'aider à choisir. Il en là. donne, il y en a à Noël. Lui, il a un bon deal. Mais c'en est un autre exemple. Moi, je marche beaucoup. Si tu fais le Mont-Saint-Bruno, tu regarderas, ils ont toutes des génératrices à la maison. Ouais, Ouais. ouais. Pourquoi? Si tu marches le Mont-Saint-Bruno. Parce qu'ils ont bien du cash. Non, ben oui, ils ont bien du cash parce que c'est des grosses génératrices, j'en conviens, Non, là, c'est c'est des 5. ventes. Non, mais C'est c'est des- vrai, oui, pareil, c'est vrai, là. c'est quasiment C'est des- 100 000 et C'est plus. industriel. Là. Ouais, ouais. Mais ils ont beaucoup de pannes de courant parce qu'ils ont juste une ligne d'alimentation. Ouais. Alors, où je veux aller avec ça, c'est si je fais un choix résidentiel, parle à tes voisins, regarde autour de toi, pose des questions. Fais pas juste avoir le coup de cœur. Tu sais, quand on achète une maison, c'est coup de cœur. C'est émotif. ouais. C'est C'est très l'émotion. émotif. C'est un achat émotif, puis etc. Mais outre que cette partie-là, regardons un peu pour être un peu plus rationnel. Parlons à nos voisins. Parlons, surtout si j'ai des éléments. Exemple, je suis un exonodépendant, c'est pas mon cas, mais l'alimentation électrique, elle vient prendre tout son sens. De plus en plus, nos institutions de santé, on maintient du service à domicile. On est d'accord? Alors, si moi, par exemple, je suis un aidant naturel de ma mère ou de mon père qui habite dans un... peu importe, et qu'il est exonodépendant et que je suis plus soumis au temps violent avec des pertes de services, c'en est un exemple de ma vulnérabilité auquel Ah oui. je dois réfléchir. Mettons que tu t'es aidant naturel, puis pour pas le nommer encore une fois, tu vis dans le Vieux-Belleuil, puis que tu as des pannes aux 2 Ah jours oui. dans le Vieux-Belleuil, Ouais. écoute, ça peut être problématique. Tu vois, nous autres, on a acheté une bâtisse, puis écoute, à l'époque, on ne savait pas, puis c'est quand même un crime. Tous tes systèmes informatiques, toutes tes affaires, à chaque fois qu'on manque d'électricité, donc c'est une donnée importante à vérifier, Daniel. Oui, effectivement.
L'autre chose, c'est les chaleurs accablantes. Ah ben oui. oui. Bon, les chaleurs accablantes, les îlots de chaleur, ça existe déjà. Vous pouvez googler, aller voir Santé publique et puis vous êtes capable de savoir si vous êtes dans des îlots de chaleur. L'îlot de chaleur, encore une fois, ben, les épisodes sont de plus... En fait, en désordre climatique, là, 3 phénomènes, pas compliqué. Fréquence, de plus en plus souvent. Deuxième chose, sévérité, de plus en plus sévère en extrême. Puis le troisième point, c'est les intervalles de plus en plus rapprochés. C'est vrai. Fait que quand tu combines ces 3 éléments-là, tu te ramasses dans une situation où tu te dis, OK, comment, par exemple, si moi, je suis intolérant à la chaleur, je travaille de nuit, par exemple, ben, c'en est un exemple, je dois m'adapter. L'enjeu qu'on voit en climat, malheureusement, c'est un peu comme, je ne sais pas si l'analogie là, du poisson rouge. Tu prends un poisson, tu le mets dans un chaudron qui bouille, il veut se ressortir. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on est en train de s'adapter à de l'ébullition. On est un poisson, on est dans un chaudron. Le chaudron, il est en train quand même de bouillir. On est en train de crever là. Mais on les vit changements avec, tranquillement. climatiques, c'est ça notre enjeu, Yann. Ouais. On est en train de s'adapter. On s'adapte. On s'est adapté à la pandémie. On s'adapte à l'économie. L'humain, par définition, il s'adapte à son environnement. Mais ça coûte cher, tout ça, hein? Tu sais, au final, là, il y a un prix à payer. Ah, Ben oui. clairement. Parce que la chaleur accablante, tout ça, ceux qui ont pu la clim, même aux îles de la Madeleine, là, il n'y avait personne qui avait la climatisation. Nous autres, quand on a acheté notre maison il y a presque 9 ans, personne n'avait la clim aux îles. Aujourd'hui, le gars de la clim, il fait fureur. Là. Il installe des thermopompes un peu partout, puis ils ne peuvent plus s'en passer parce que des journées à 30 degrés, il y en a beaucoup plus qu'avant. Puis c'est chaque été. C'est beau, les îles, par exemple. Hein? C'est le fun. C'est beau, mais il y en a beaucoup qui... C'est ça. C'est Anecdote, je faisais des plans d'urgence pour des hôpitaux aussi dans mon autre vie. Et je me souviens d'être à Sept-Îles. Et on parle de plan canicule. Les gens disent, c'était un gars de la ville, toi. Hein? Mais aujourd'hui, il y en a. Oui, il y en a, c'est ça. Ah non, mais écoute, ça va s'accélérer encore. Là, les détracteurs des changements climatiques là, vont nous dire qu'on rêve en couleur, mais tu sais, je le dis tout le temps, je suis un gars du bas du fleuve. Puis sérieusement, quand j'étais jeune, tu m'aurais parlé d'un air climatisé dans un auto, j'avais aucune idée c'est quoi. Puis là, si c'est Jean de Rimouski ou du bas du fleuve, ou peu importe, regarde ou écoute sans vis caché, tout le monde a des airs climatisés, pas juste parce qu'ils viennent de série, les gens s'en servent, il fait beaucoup plus chaud. Il fait beaucoup. Moi, j'ai une question que je ne veux pas éviter, puis encore là, je ne veux pas l'oublier. Tu sais, avec la technologie, qu'est-ce que les gens en 2025-2026 peuvent faire pour justement avoir l'info, se protéger, pour justement faire des achats judicieux? Puis c'est quoi le conseil que tu leur donnerais aujourd'hui? Tu sais, tu parlais de Résilio tantôt. Je sais qu'il y a des logiciels qui existent. Tu parles d'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'on peut faire comme consommateur pour aller chercher ces paquets de données-là pour nous éclairer à l'achat? Ça va être niaiseux comme réponse, mais depuis l'avènement de ChatGPT, là, c'est fou, là. Alors, tu contextes. Tu dis, je suis un résident de telle ville, j'habite... puis là, je vais donner un exemple. Est-ce que tu peux m'identifier ce à quoi je peux être vulnérable? Et là, lui, ce qu'il fait, à cette heure, de plus en plus, puis tu le fais avec Claude, là, qui est un autre logiciel, puis tu le fais, questionne, là, même avec Google, avec des prompts qui vont te donner maintenant des résumés, il va te donner, parce qu'il va aller voir la cartographie, il va aller voir des données qui existent que toi, tu ne vois pas, que lui est capable de voir, etc. Tu vas déjà avoir une certaine idée de ton niveau de vulnérabilité. Après-midi, faites ça. Oui, en 3 minutes, là. En 3 minutes. Mon téléphone, mais... Non, mais faites-le, OK? D'ailleurs, ce que j'ai sorti pour je l'ai sorti, j'ai pris le premier sur le listing, puis ça m'a donné ça. OK? Alors, ce que je t'ai envoyé en fin de semaine. Ça, c'en est un exemple. Le deuxième exemple, c'est renseignez-vous à votre hôtel de ville. Posez la question. Moi, je compte acheter une maison dans une ville X ou est-ce que j'ai un plan de sécurité civile? Avez-vous un système de communication d'alerte? C'est quoi mes services de proximité? Ça, les gens font rarement ça. Non, mais ils font pas. Puis quand ils le font pas, t'as raison. Moi, j'en appelle aux villes. Hein, je lance un message aux villes. S'il vous plaît, donnez-nous l'information rapidement. Ah, ça. Tu sais, quand quelqu'un cherche une maison, là, la maison est en marché, puis combien de fois on se heurte à des délais incroyables? Moi, j'ai des courriels que j'ai envoyés dans une ville, puis ça a pris une semaine avant qu'ils me répondent. Et il n'y avait pas les réponses, puis il y a certaines questions qui doivent être adressées par le propriétaire. Donc, côté municipal aussi, la question de la transparence de l'information puis de la disponibilité de ces gens-là. Tu sais, il y en a qui te répondent la même journée, mais sinon, toi, tu vas acheter, là. Tu veux faire une promesse d'achat, il faut que tu réagisses vite. La machine ne suit pas tout le temps. Là. En fait, il y a un mot anglais qui s'appelle la liability. La notion de responsabilité. C'est pour ça, des fois,
Si ils n'ont jamais reçu cette question-là, là, je vais défendre une ville, là, n'importe quelle, va dire j'envoie ça au contentieux. Est-ce que la réponse que je vais te fournir peut m'exposer en termes de c'est ça. responsabilité? Encore une question de risque. Toujours une question de risque. Non, mais c'est ça pareil, le risque est partout. Alors, si je te dis que tu vis dans une zone faiblement exposée, OK? Mettons que je te dis que tu vis dans une zone hautement exposée à un risque industriel, puis je te fais perdre ta vente, bien, qu'est-ce qui arrive? Probablement que le vendeur va revenir contre la ville en disant Hey, de quoi tu parles? Puis sur quoi tu t'es basé? Puis sur quelle étude que tu t'es basé? Et là, et c'est cette partie-là qu'on veut démocratiser en dire voici, c'est une donnée qui est informationnelle, sous toute réserve, faites-en ce que vous en voulez, mais voici la vulnérabilité auquel vous êtes exposé en fonction des croisements de données. C'est là qu'on s'en va. Maintenant, la finalité devrait toujours appartenir à l'acquéreur, puis vous êtes dans votre domaine, puis au vendeur. Est-ce que le vendeur il a fait, sa job, sa revue diligente? Tu ne vas pas croire que parce que tu restes à côté d'une voie ferrée, que tu ne sais pas que tu restes à côté d'une voie ferrée. Là, la question que je vous pose à vous deux, je suis obligé de le déclarer. J'ai une voie ferrée à 500 mètres de chez nous. C'est comme mon niveau de... C'est sûr que oui. C'est sûr que oui, c'est Ouais. vrai. Ouais, Ben, c'est parce qu'il y a une question dans la déclaration du vendeur. Est-ce qu'il y a un facteur qui pourrait affecter la valeur de l'immeuble? Là, je résume ça comme ça, là, que ce soit la présence d'une voie ferrée ou un projet de construction en arrière de chez vous. Tu sais, il y a un beau boisé, mais il y a une tour de 20 étages qui s'en vient. C'est des choses qu'il faut déclarer. Mais des fois, le vendeur, il y a des choses qu'il ne sait pas non plus. Tu sais, fait qu'il y a tout. Tu sais, c'est très flou. C'est une zone grise. Oui, exactement. Non. Mais Daniel, sérieusement, là, on pourrait en parler encore très longtemps, mais je trouve qu'aujourd'hui, on a fait un beau tour d'horizon. Les gens vont juste que ça allume une petite lumière là, pour dire poussez vos vérifications, ayez pas peur de poser des questions, de vérifier. Puis, à la limite, si vous êtes plus vulnérable à une certaine problématique, bien, équipez-vous en conséquence pour vous protéger. Tu sais, moi, c'est ce que je retiens aujourd'hui de ton intervention. En fait, se préparer à être prêt, ça veut dire quoi? Non, mais c'est ça pareil. Il faut que je me prépare à être prêt. Puis là, moi, là, soyons clairs, aujourd'hui, je ne suis pas un alarmiste. Là. Je suis un gars bien cool. Ça fait des années que j'en fais de ces éléments-là. Mais je dois être prêt en fonction de ma vulnérabilité. Je dois avoir mon autonomie de 72 heures en eau potable, en éclairage, en médicaments, en couche, en ci, en ça. Le minimum du minimum. Avoir mes numéros de téléphone, avoir déjà un endroit où me relocaliser si j'ai un tissu social. Si je n'ai pas de tissu social, informe-toi ta ville, c'est où la salle pour que je serai évacué s'il y a lieu, etc. Il y a un minimum qu'il faut que le citoyen prenne sa propre responsabilité, sa propre sécurité en charge. C'est pour ça qu'on dit prépare-toi à être prêt parce qu'on n'est plus dans le si, on est rendu dans le quand. Ouais. Hey, on se laisse là-dessus. Je trouve que ça finit bien. Tellement. Puis Daniel, on le voit quand tu parles, je vais reprendre ton exemple du poisson tantôt, mais tu es un poisson dans l'eau par rapport à ton domaine. C'est intéressant. Comment est-ce que les gens peuvent te rejoindre ou rejoindre une compagnie, des gens qui peuvent les aider? Je t'ai vu aller, moi, dans des contextes de municipalités où tu donnais un coup de main à ces municipalités-là pour se planifier, programmer des mesures d'urgence, entre autres. C'est toujours des services que vous offrez à votre compagnie? En fait, moi, je suis en technologie maintenant. Je vise à valoriser les données qui sont éparpillées un peu partout. Je vise à donner des services de communication d'alerte à la population. C'est ça qu'on fait maintenant. On est dans 300 organisations industrielles, etc. L'entreprise que j'appartenais, qui s'appelle Prudent, qui est devenue une coopérative maintenant, qui s'appelle Prudent Groupe Coopératif, c'est ça qu'ils font dans la vie. Maintenant, je suis vraiment concentré parce qu'à la finalité, j'ai l'impression qu'avec la technologie, je vais être capable d'encore aider plus de monde. Bon, bien, mesdames, messieurs, c'était le mot de la fin avec Daniel, puis allez plus loin que les statistiques, allez plus loin que la démographie, creusez davantage quand vous voulez acheter une propriété, informez-vous, les outils vont être de plus en plus là pour le faire, Daniel. Si les gens, toutefois, ont des questions, comment ils peuvent nous joindre, Mélanie? M. Bergeron à commercial Proprio Direct ou Y Parent à commercial propriodirect.com. N'hésitez pas à nous écrire, nous soumettre vos questions, idées de sujets. Si vous vivez une histoire immobilière, vous avez envie qu'on en parle, ça va nous faire plaisir de vous recevoir ou du moins de répondre à votre question. Puis on remercie toute l'équipe de Cube Studio ici. Tellement. JF, Philippe qui sont là à tous les tournages, à tous les enregistrements avec nous, qui font un job extraordinaire. Vous avez une business, vous avez une entreprise, vous voulez la valoriser aussi avec un podcast, un balado. Vous êtes au bon endroit aussi pour le faire. Alors, merci Mélanie, merci Daniel. Puis on se reparle très bientôt pour un autre épisode de Sans vice caché. À bientôt. À bientôt.
sans vice caché. Le balado Sans vice caché, présenté par Proprio Direct. Nos courtiers vous accompagnent à chaque étape de votre projet immobilier parce qu'on n'est pas seulement là pour vous, on est là avec vous. Propriodirect.com